spécialiste des études urbaines. J'étais auparavant, jusqu'au début de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2010, disons, maître de conférence à l'Institut français d'urbanisme, qui se trouve en Seine-et-Marne. Puis maintenant, je dirige le laboratoire RIVE, recherche interdisciplinaire ville, espace, société, qui se trouve à l'École nationale des travaux publics à Vaux-en-Velin. Voilà, et ça fait un certain temps que je travaille sur le périurbain. L'idée, c'est de réagir à vos propos, de voir en quoi ça peut faire écho à certaines questions, problématiques que j'ai pu rencontrer par ailleurs. Donc, si je reviens sur l'atelier 1, et alors c'est bien, comme ça j'ai la liste avec un intitulé, donc celui sur la sociocratie des usagers. Ce qui m'a intéressé, c'est la volonté de réfléchir à un au-delà du NIMBY, de sortir de ce constat, qui est maintenant d'une triste banalité, que dès qu'on veut faire quelque chose, alors ceci étant d'ailleurs c'est pas une spécificité du périurbain, on retrouve ça partout, enfin dès qu'on veut faire quelque chose, les habitants s'opposent, c'est très bien de faire un projet, mais s'il vous plaît, pas à côté de chez moi, dans la commune d'à côté. Ça d'ailleurs a été repris dans certains des exposés, hein, une personne, je crois que c'est vous, qui avait dit si vous n'acceptez pas la charte, allez dans le village d'à côté. Du côté de la science politique, dont je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai eu quelques lectures, les chercheurs tendent à vouloir abandonner ce concept. Quand on regarde les propos qui sont tenus dans les mouvements NIMBY, souvent il y a une certaine légitimité aux propos. Tout est affaire d'échelle. Ça fait insuffisant d'aller dire aux gens, lorsqu'ils réagissent négativement par rapport à un projet qui se développe, un projet qu'on leur propose à côté de chez eux, leur dire mais il faut avoir conscience de l'intérêt général, de tout ce genre de choses. Non, il faut tenir compte et faire avec. Et je crois que là, il y avait quelque chose d'assez intéressant. J'ai été aussi assez intéressé par la typologie mouton, mutin, mutant, que j'avais entendu. J'ai fait écho à une autre typologie bien connue, qui est celle de Hirschman, Exit, Voice, Loyalty. Exit, dans le périurbain, ça ne me plaît plus, je déménage, ou je ne viens pas, donc je ne m'applique pas. Voice, c'est prendre la parole, et les mouvements d'NIMBY sont de cet ordre-là. Donc je pense qu'on peut associer ça, je suppose, aux mutants, et puis Loyalty, c'est ceux qui suivent et qui acceptent les propositions qui leur sont faites, en étant contents ou pas. Deuxième point, la prise en compte de la mobilité. Il est clair que c'est un sujet clé du périurbain, parce que la population moyenne des communes dites périurbaines est inférieure à 1000 habitants. Et que dans 90% des cas à l'échelle nationale, après ça varie d'une ville à l'autre, on est en dessous de 2000 habitants. Donc en général, une commune périurbaine, c'est essentiellement une commune résidentielle avec une mairie, une école, puis pas beaucoup d'autres équipements. Donc pour l'essentiel de la vie quotidienne, ça se passe en dehors des limites de la commune. Donc il faut bien effectivement intégrer cette question de la mobilité. Alors, derrière ce débat, il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est les conditions politiques de prise en compte de cette mobilité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut raisonner à une échelle, quand on aménage, quand on organise des choses, il faut raisonner à des échelles qui dépassent les limites communales. La fragmentation communale, comme on dit en France, c'est pas forcément un élément négatif de ce point de vue-là, parce que ça permet d'organiser des coopérations à partir d'un maillage extrêmement fin. Alors il y a une idée que moi j'ai bien évoquée, qui vient d'un politiste américain, qui s'appelle Gerald Fog. Et il a une proposition qui est très intéressante, sans doute que ça va vous faire sourire, mais elle est intéressante parce qu'elle permet de mesurer l'écart entre notre système de représentation politique actuel et ce qu'il faudrait qu'il soit pour arriver à une structure de représentation politique qui ait une cohérence avec nos modes de vie et les pratiques de la métropole éclatée. Et bien, il propose qu'on ait droit à 5 votes dans des élections locales municipales. Là, vous pouvez voter dans la commune où vous habitez, la commune où vous faites vos courses, parce que vous choisissez celles dans lesquelles vous avez un intérêt. L'idée est intéressante parce qu'elle permet de sortir déjà du débat gouvernement métropolitain unifié versus gouvernement local fragmenté. L'idée évidemment de retournement de la contrainte. Et je pense que c'est souvent comme ça qu'il convient de raisonner. De toute façon, il faut faire avec. Tant qu'à faire avec, autant d'essayer de construire un projet positif
avec cet élément-là. Plus généralement, c'est sans doute comme ça qu'il faut raisonner à partir du périurbain. Encore aujourd'hui, on a des politiques, on voit la ville périphérique, les communes pavillonnaires, périurbaines, etc., comme un problème, un obstacle à la mise en place de la ville durable, compacte, dense, etc. Je crois que là aussi, il faut, quoi qu'on en pense, il faut faire avec et travailler avec ces espaces-là et essayer de les considérer comme des ressources pour des projets. Le périurbain, c'était des données de Jean Cavaillet, je crois que c'est 80% de territoires non bâtis. Donc dans ces territoires non bâtis, il y a toutes sortes d'espaces, il y a des prairies, il y a des forêts, et puis il y a de l'agriculture, beaucoup d'agriculture. Donc il faut tenir compte de l'agriculture. Et à l'inverse d'ailleurs, les agriculteurs aujourd'hui doivent tenir compte de l'urbain, du fait qu'ils sont intégrés très largement dans du périurbain. Il y a presque plus de rural. Les communes périurbaines, comme je disais à 90%, ont moins de 2000 habitants. Or, il y a une définition dans la zonage en aire urbaine, qui est une autre définition, qui est celle des unités urbaines, qui permet de distinguer ce qu'on appelle la ville et le rural. L'unité urbaine, c'est une zone agglomérée continue d'au moins 2000 habitants. Là, vous êtes une ville. Vous êtes dans l'urbain. Et en dessous, vous êtes dans le rural. Mais en fait, 90% des communes, en grosso modo, périurbaines, sont rurales. Cette interpénétration, elle est vraiment à réfléchir, et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Le lien terroir-habitat, certes, mais jusqu'où c'est tenable du côté de l'agriculture. S'il y a de la spécialisation, par exemple, de l'agriculture, si on fait de l'agriculture à grande échelle et qu'on la déplace, qu'on déplace les produits, il y a un certain nombre de raisons économiques et même environnementales. Il a été signalé qu'il y a un risque, qui est le risque de patrimonialisation. Effectivement, c'est un risque important. Il y a quand même une tendance extrêmement forte dans les périphéries pavillonnaires et dans le périurbain, qui est à ce qu'on peut appeler le malthusianisme foncier, à la fermeture à l'urbanisation. Vous avez une commune qui fait 100 000 habitants, les désirs de préservation de l'espace local à l'échelle du quartier se heurtent à d'autres projets qui sont portés à d'autres échelles, à l'échelle des 100 000 habitants. Mais à l'échelle d'une commune qui fait 1000, 1500 habitants, le projet principal, politique, relayé généralement par les élus, c'est celui de préserver la commune. Préserver la commune, ne pas construire de zones pavillonnaires supplémentaires, ça peut paraître a priori un bon projet, ça peut même apparaître un projet tout à fait conforme à l'idée de lutter contre l'étalement urbain. Le problème, c'est que ça, c'est une action qui est locale, et si on essaye d'avoir une vision un peu plus métropolitaine des choses, il commence à y avoir quelques soucis. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où il y a une pression démographique, il faut construire. Alors la question, c'est où on construit. Alors, il y a des réponses, les densifications de noyaux villageois, les transformations de corps de ferme, etc. Mais ces réponses ne sont peut-être pas toujours suffisantes. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'en luttant contre l'étalement à l'échelle d'une commune, et quand par exemple toute une première couronne périurbaine, c'est-à-dire toute une première ceinture de communes périurbaines se ferme à l'urbanisation, préserve son cadre de vie, avec des arguments tout à fait recevables et parfaitement compréhensibles, il faut quand même avoir conscience qu'elle pousse la demande au-delà. On raisonne en termes de village, et quand on pense à lien social, on a tendance à penser convivialité, lien social villageois, etc., etc. Les gens qui vont habiter dans un périurbain sont des gens qui ont un espace de vie large, éclaté, à l'échelle de la métropole, et que les relations sociales à l'échelle de la commune dans laquelle ils habitent, surtout si celle-ci est résidentielle, sont certes valorisées, et on valorise notamment la convivialité, mais cette convivialité, il faut bien avoir l'esprit que c'est une convivialité de voisins, et que les gens ne souhaitent certainement pas avoir plus que cette convivialité de voisins. Personnellement, j'avais proposé de caractériser les relations de voisinage dans les espaces pavillonnaires, mais c'est la même chose en centre-ville d'ailleurs, par une sorte d'oxymore de cordiale ignorance, c'est-à-dire à la fois la cordialité, mais aussi une certaine ignorance, la nécessité d'avoir une certaine réserve et du quant à soi. Le club est beaucoup plus adapté pour rendre compte de cette réalité-là, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas dans un village pour vivre dans une communauté, dans un village périurbain, mais bien pour vivre dans un club. Ils achètent avec leur maison un droit d'entrée, un ticket d'entrée dans ce club, et puis avec leurs impôts locaux, ils payent en gros la cotisation annuelle. La relation primordiale n'est plus la relation à autrui, le fait que vous ayez un avenir commun ou un destin commun avec des gens avec lesquels vous vivez, mais c'est une relation à des objets.
C'est la maison et ce qu'elle offre, avec elle, l'environnement, les qualités du paysage, alors s'il y a de la vigne, c'est mieux s'il y a des élevages de porc, et puis évidemment les caractéristiques de la population. Et ce qui nous importe, c'est plutôt des biens de nature économique. Donc la relation à l'espace local devient de nature